Le système de parenté ou le système de clan des Athapascans n'était pas évident. Au début, où j'ai commencé mon travail d'abord avec Freddy et puis après ça toute seule. Euh, on savait qu'ils étaient matrilinéaires, mais à cette époque-là, l'idée qui prévalait, c'était que les sociétés matrilinéaires sont le plus souvent des sociétés paysannes, où les femmes travaillent au champ, donc possèdent le, le fruit de leur travail, et puis les hommes sont partis, et puis c'est comme ça que va s'instaurer progressivement une société matrilinéaire. Les Athapascans, c'était un peu une surprise parce que ce sont des chasseurs-cueilleurs. Alors comment est-ce qu'on pouvait avoir des sociétés matrilinéaires chez des chasseurs? Une autre idée à cette époque-là, c'était que les Athapascans étaient devenus matrilinéaires au contact des sociétés de la côte du Pacifique, qui sont elles aussi des sociétés avec des clans, avec des moitiés, et pour le Nord, un système matrilinéaire. Bon. Euh, donc, une des questions, comment dirais-je, suivant les méthodes de Freddy, il fallait que j'étudie tout ça. Depuis le système de parenté jusqu'au système de pensée, en passant par le chamanisme, en passant par les méthodes de chasse, en passant par les fluctuations climatiques, enfin bref, il fallait tout y rendre. Donc j'ai commencé par la société, et quand j'ai commencé à écrire le résultat du travail ethnographique, la question du système de parenté s'est imposée immédiatement. Comment se fait-il que des sociétés de chasseurs-cueilleurs puissent avoir des systèmes de parenté matrilinéaires, avec moitié et tout ce qu'il faut? Et c'était assez simple comme travail. J'ai écrit la première partie de la thèse en espérant écrire la suite. Okay? J'ai écrit la thèse en 3 mois. Freddy ne me laissait pas faire quoi que ce soit d'autre. Du piano. Je pouvais faire du piano et du violon. Mais parce que j'avais commencé le violon à Brindebois. Pour ouvrir un peu mon champ d'expérience. Puis parce que je voulais faire du violon depuis que j'étais toute petite, puis qu'on n'avait jamais assez d'argent pour en faire. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je finis donc la première partie, ce que je pensais être le premier chapitre de ma thèse, ou la première partie, et puis Freddy me dit, c'est assez, t'as une thèse. Puis j'ai dit, oui, mais j'ai tout le reste. Elle m'a dit, le reste, ça va attendre. Okay? Pour l'instant, tu as besoin de ton doctorat, tu vas l'avoir, voilà. Elle avait raison en ce sens que ça me prendra 20 ans pour écrire la deuxième partie, le système chamanique. Et c'est ce qui a donné le rêve et la forêt. Mais ça m'a pris 20 ans parce qu'il y avait des questions que je ne pouvais pas résoudre à ce moment-là. J'étais encore en train de penser le monde avec des termes et des modes hérités de ma culture européenne. Donc ça me prendra 20 ans avant de pouvoir découvrir les nœuds. Et je vais avoir de l'aide dans ce cas-là. June Helm, qui étudiait les Slavey et les Athapascans autour de Whitehorse. Et puis un gars extraordinaire qui s'appelle Rick Pinkston, qui lui travaillait la sémantique chez les Navajos.
Or, il se trouve que les Navajos et les Nabesna sont des cousins assez proches. Les Navajos se sont détachés du système Atapascan aux alentours du Yukon des régions adjacentes en Alaska. Probablement à cause d'un grand événement volcanique qui a recouvert la région de cendres. Et les systèmes, les communautés atapascanes se sont scindées et on a tout un groupe, toute une série de groupes qui sont descendus vers le sud jusqu'à la Fraser et continuent à descendre le long des plateaux en laissant des résidus ici et là et qui sont arrivés jusqu'au sud-ouest américain. Donc les Navajos sont arrivés aux États-Unis de façon assez récente. Et quand des Navajos, par chance, ont été visités l'Alaska, ils ont découvert qu'ils pouvaient parler avec Ménabesna sans trop de problèmes, c'était la même langue. Ou du moins assez proche sur le plan linguistique pour pouvoir se comprendre en gros. Donc, Pinkston travaillait chez Navajo et à ce moment-là, j'avais déjà eu des contacts avec les Navajos. Donc, je savais un petit peu où je m'engageais. J'avais aussi eu l'impression que les mythes Navajo, qui sont soi-disant vraiment, vraiment ancrés dans le système Navajo, avaient des affinités avec les mythes recueillis par Petitot. On parle 1850. Hein. Donc, je me suis dit, on va aller voir ce que Pinkston a découvert. Et en effet, Pinkston m'a offert les clés, en particulier dans le vocabulaire, parce que j'avais pas compris à ce moment-là l'imbrication entre l'espace et la conscience. C'était un gros morceau à avaler. Alors, j'ai pris ces études linguistiques des Navajos, et puis mes notes chez les Atna, les Nabesna, les Telacos, etc. Et puis, à ce moment-là, ça s'est mis en place. June Helm travaillait avec ce qu'on appelait les Slaves à l'époque. Et elle avait des notes de terrain remarquables. Elle, comme Petitot, qui est pour moi un génie, Petitot et June, moins pour les autres, avaient la discipline nécessaire pour citer leurs informateurs, soit dans leur langue, soit mot à mot. C'est-à-dire que tu peux comprendre, tu peux rentrer un peu dans le système indigène, alors que tous les autres paraphrasent, de façon à pouvoir se comprendre, être compris. Mais une des pierres d'achoppement pour moi, c'était la notion d'esprit. Parce que tous mes collègues parlaient d'esprit, des esprits animaux, qui viennent aider les chamans, des esprits animaux qui se manifestent aux chasseurs, des esprits animaux. On nage dans les esprits animaux. Or, moi, dans mes notes d'âge, je n'ai jamais rencontré d'esprits animaux. On parlait d'animaux, des vrais animaux qui se promènent dans le bois, là. On ne parlait pas d'esprit animal. Il n'y avait même pas de boss, de patron, comme on trouve chez les Algonquins, là. C'était jamais ours avec un O majuscule, c'était toujours un ours, c'est toujours un loup avec un L minuscule. Et finalement, j'ai trouvé June Helm qui avait posé la question un jour à un de ses collaborateurs. Donc, est-ce que c'est possible pour un rêveur, un chaman, de rêver d'un animal, du même animal que quelqu'un d'autre? Parce que si je rêve du loup, est-ce que toi tu peux rêver du loup? Et puis son informateur avait dit, mais il y a des tas de loups dans le bois. Et elle avait noté. Et moi, ça confirmait ce que moi j'avais. Et puis,
quand on a accès à la phrase originale, et il y a un ethnologue qui avait noté la phrase donnée par Guichin, le Chandler, et sa traduction, et la phrase donnée en Atapascan disait « Il rêve d'un animal ». Et l'ethnologue avait traduit Osgood. C'est Osgood. Osgood avait traduit il a l'ours comme il a le loup comme esprit gardien. Mais la phrase en Guichin disait il rêve de tel animal. C'est pas pareil. Alors avec June Helm et Osgood, sa petite citation là, j'ai compris que je devais m'en tenir à ce que j'avais moi comme note et qu'en effet, chez les Athapascans, on ne rêve pas ou on n'a pas de vision d'un animal archétype pour quelque chose Non, on rêve d'un animal précis dans le bois qui rêve de vous et on se rencontre. Okay? C'est une vision du chamanisme qui est complètement atypique. Tu n'entres pas en contact avec des entités. Tu entres en contact avec un être vivant ou mort. Ça n'a pas d'importance dans ce système-là, mais tu rentres en contact avec un individu. Donc, je suis aidée ou je suis assistée ou j'apprends, c'est tout encore mieux, à learn from. J'apprends de tel ou tel animal qui est actuellement dans le bois, actuellement perché sur l'arbre. Donc, ça confirmait toutes sortes d'intuitions à propos de la façon dont la société fonctionne. Il n'y a pas de mot pour clan, il n'y a pas de mot pour fratrie, il n'y a pas de mot pour moitié, il n'y a pas de mot. C'est les gens de l'autre côté, les gens de mon côté, les gens qui font partie de mon groupe. Il n'y a pas de mot pour clan. Et parce que ça correspondrait au même mouvement intellectuel. Donc, tu vois, mais ça m'a pris un bon 15-20 ans avec tout ça en place. Donc, ça se découvre très, très lentement, tu vois. C'est pas une société qui va t'expliquer les choses. Plus tard, j'ai une amie, Mavis Erickson, qui est Sekani, qui est Nader. Ça, c'est aux alentours de Fort St. James. Et sa grand-mère lui avait dit, c'est pas la peine de parler avec les Blancs, de toute façon, ils comprendront pas. Alors, avant de parler, tu t'assures du fait que ça sert à quelque chose. Et Jean-Guy Goulet, qui est mon collègue à Saint-Paul, qui lui aussi travaille avec les Dénédas, près de Whitehorse, de Yellowknife, a eu les mêmes remarques. Pas la peine de parler à quelqu'un qui ne comprend pas. C'est seulement à partir du moment où il a eu des visions, où il a vu comme on voit, il avait vu une petite fille qui venait de mourir et qui s'est manifestée à lui. Là, on a commencé à lui parler, parce qu'autrement, ce n'est pas la peine. Donc, c'est une société lente à se dévoiler. Et c'est d'autant plus tragique que ça se perd à toute vitesse. Parce que dès que tu vas à l'école, on t'enseigne une façon de voir les choses. On va parler d'entités, on va parler de choses, tandis qu'en langue atapascane, la plupart des choses sont des processus. Et on trouve normal nous de parler de la vie et de la mort comme d'une chose, mais la vie, c'est pas une chose. La mort, c'est pas une chose. Là aussi, c'est des processus. On le sait, mais ça nous permet, quand tu réifies les choses, réifier l'amour, réifier une émotion, réifier la peur, ça en fait un objet, mais en langue atapascane, c'est jamais des objets. C'est un truc de fou. C'est pour ça que ça a pris longtemps. Mais quand j'ai écrit ma thèse, j'avais pas les outils nécessaires. Mais je pouvais parler des sociétés matrilinéaires, je pouvais parler de la façon dont ça s'organisait.
Et j'avais une vague impression qu'il y avait une correspondance entre le système chamanique et le système matrilinéaire. Ça, c'est une intuition qui ne sera vérifiée que beaucoup, beaucoup plus tard, il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler avec les Mosuo en Chine, qui sont aussi une société matrilinéaire, la seule, et qui ont encore des chamans. Et une des femmes, euh, une des ethnologues, Mosuo, m'avait dit, mais chez nous, notre système social, où il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de mot pour mari, il n'y a pas de mot pour père. C'était quand même assez spécial. Elle m'avait dit, notre système social et nos traditions chamaniques sont imbriqués. C'est la même chose. On pense le monde d'une façon qui amène ces deux expressions à se rejoindre. Mais ce sont des expressions d'un même système sous-jacent. Alors là, j'ai pu retourner chez mes Atapascas et puis commencer à voir les choses comme une vision du monde global. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant. Où est-ce que j'ai trouvé un petit article que j'ai photocopié et que j'ai amené, mais dont j'ai oublié l'auteur, tout récemment publié, qui parle des systèmes de parenté comme de systèmes de connaissance. Ça m'intéresse. Entre-temps, entre les Atapascas et les Mosuo, donc j'ai fini mon doctorat, et puis j'ai envoyé mon CV au musée, qui s'appelait alors le Musée de l'Homme, à Ottawa, pour une position d'ethnologue de l'Arctique. Avec mon expérience, ma thèse, etc., je suis rentrée, j'ai été acceptée, et ça m'a orientée tout de suite vers les Inuits. Okay? Sauf que mon père est tombé malade, alors j'ai annoncé ma démission du poste, même pas commencé. Puis je me suis retrouvée à prendre soin de mon père à l'hôpital à Montréal, puis ramener chez lui, etc. 3 mois plus tard, il était sorti de l'hôpital, et il y avait une nouvelle position au Musée de l'Homme pour l'ethnologue de la côte du Pacifique. Alors, je renvoie mon CV et je suis acceptée. Sur la recommandation de Freddy, qui m'a dit tant qu'on est assez sur les Tlingits et tous les autres pour pouvoir passer. Quand je suis arrivée au musée, le directeur m'a dit, bon, vous voulez travailler avec quel peuple? Je dis, comment ça? Il dit, vous avez le choix. Tu te rends compte? À cette époque-là, tu avais le champ ouvert. Toute recherche payée. J'avais 20% de mon temps à travailler sur le plan administratif, mais le reste... Alors, les AIDA, pas trop la bienvenue là-bas. Bon. Quoi qu'ils ont, j'ai pas aimé ça. Bella, intéressant, mais c'est toutes des sociétés dures. Tu regardes leurs masques, là. Les masques, c'est du massif. Quand je suis arrivée chez les Tsimshian, et les Gitkesan, qui sont des Tsimshian à l'intérieur des terres, c'était parce qu'on travaillait à ce moment-là sur une entente entre le musée d'Ottawa et puis leur équipe qui travaillait aussi à l'édification d'un musée. Donc j'étais là pour faciliter la transition. C'est la première fois que je me retrouvais là en position d'adulte. OK? Et je me souviens encore de Harris, à Kispiox, qui m'avait dit, nous les Tsimshian, nous les Gitkesan, on est des gens mesurés. Les Kwakuru, quand ils jeûnent, ils ne mangent plus. Les Nootka, la même chose.
ils se traînent sur leurs rochers. C'est vrai, c'est absolument sanglant comme initiation. Et leurs masques sont énormes. Il dit, nous, quand on jeûne, on arrête simplement de manger ce qu'on aime le plus. Hein? C'est mesurer ça. Tu regardes leurs masques sont... C'est Walter Harris qui m'avait appris ça, qui était un des artistes qui travaillait à Hazleton, un des artistes Guy de Kessel. Tu regardes les masques sont aussi fins que possible, de façon à pouvoir coller à la face, des masques en bois, mais ça ressemble à une peau, si c'est très bien fait. Et tu n'as pas l'impression d'un personnage démesuré. Si tu fais un grand masque, c'est parce que le gars a une grosse tête. Et c'est pas parce qu'il a un masque. Et cette mesure en toute chose, cette dimension humaine du monde, ça m'avait séduite. Et l'autre chose qui m'avait séduite, c'est la situation d'isola de la langue tsimshian. J'avais besoin d'une langue différente. Et en fait, c'est une langue complètement différente du reste. Donc, ça me promettait... parce qu'à Bryn Mawr, évidemment, l'hypothèse Sapir-Whorf, et puis on lisait Sapir dans le texte, et puis on était bien équipés pour aller voir ce qui se passait sur les relations entre la langue et la vision du monde. Et donc, d'avoir un isolat linguistique, ça me promettait une vision du monde différente. Puis je l'ai eu. C'est extraordinaire. T'as pas de nord, sud, est, ouest. OK? Oublie ça. Oublie le monde algonquin. Oublie le monde inuit parce que t'as pas de dualisme du tout. C'est quelque chose d'autre. Puis la langue est tellement belle. Alors, j'ai dit à George MacDonald, qui était le directeur de la division archéologique, et puis à mon directeur de la division ethnologique au musée, dit, je vais travailler avec les Tsimshian. On a déjà des projets avec eux à cause du musée qu'ils veulent construire. Puis je m'entends bien avec eux. C'est là que je vais travailler. Société matrilinéaire. Je crois que c'était le hasard, mais en fait, maintenant, comme je te disais, je pense pas que ce soit du hasard. Je me sentais bien là. Mais c'est une société avec des clans, avec des lignages, avec des maisons nobles, avec des noms. Et les noms sont rangés par ordre de noblesse, avec les nobles en haut, puis les 100 noms en bas. Mais chaque personne passe par des noms différents, okay, au cours de ta vie. Et là encore, c'était un bon... Ça t'étire le cerveau, parce que tu n'es pas ton nom, tu n'es pas ton job, tu n'es pas ton genre, parce que tu as un système de réincarnation qui fait fi complètement du genre. Donc, tu as été quelque chose d'autre avant. Tu n'es pas... et tu peux renaître dans un autre clan. Tu n'es pas ton clan. Qu'est-ce que tu es? Tu sais, comment est-ce que tu vas te définir en tant que personne? Avec un système chamanique époustouflant, auquel j'avais encore accès, parce qu'il est encore vivant, mais il était sous-jacent, parce que la plupart des gens étaient chrétiens, et chrétiens fondamentalistes. Et donc, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Ah non, on ne va pas parler de notre langue, c'est une langue païenne. » Si tu veux une histoire encore plus rigolote, j'étais sur l'avion qui s'en allait à Terrasse, qui est au milieu de la Colombie-Britannique, et puis sur la route qui mène qui remonte la Skeena jusqu'au territoire des Gitxsan. Et dans l'avion, il y avait 3 linguistes missionnaires qui revenaient de la Californie, qui s'en allaient aux îles Haida. Alors, on commence à parler, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors, moi, j'ai dit, j'étudie le Gitxsan, une langue tsimshian. Il me dit, mais c'est une langue païenne.
Ben, j'ai dit oui, mais c'est quand même une langue assez extraordinaire. Ça rappelle le grec, tu sais, dans son rythme. Et puis je dis, et puis de toute façon, la Bible a été traduite en Tsimshian. On dit, oh non, mais ça, c'est une aberration. La Bible a été écrite en anglais, vous savez. En anglais. Qu'est-ce que tu veux? Alors, au début, c'était pas évident. Mais j'ai travaillé dans le musée qu'on a fini par construire à Sultan, sous l'égide de Kessen, le groupe. J'ai travaillé avec les objets ayant appartenu à des guérisseurs ou à des gens qu'ils appellent des halayim swanasu, ceux qui soufflent. Là encore, il n'y a pas de mot pour chaman. Les halaïtes sont les gens qui travaillent avec l'autre côté. Et moi, on me laissait les toucher parce qu'eux ne voulaient pas y toucher. C'était encore des objets qui étaient contagieux sur le plan des pouvoirs en question et des liens avec les animaux et les autres puissances. Donc, j'ai travaillé avec ça. Mais j'ai aussi trouvé des gens avec lesquels travailler directement, qui pouvaient me montrer comment faire. Et j'avais été invitée par Margaret Seguin à Hartley Bay pour une grande conférence sur les Tsimshian. Et j'avais écrit un article pour elle, qui a d'ailleurs été publié. Et je n'ai pas pu citer mes informateurs, parce que ça aurait été catastrophique pour eux sur le plan social. Donc, il a fallu que j'aille chercher dans Barbeau toutes les mentions, toutes les citations qui répétaient ce que j'avais appris de gens vivants. Mais je ne pouvais pas dire que j'avais travaillé avec eux. Même pas. Mais ce sont des modes de pensée remarquables. Remarquables. Et j'ai trouvé à chaque fois, que ce soit les Inuits, les Atapascans, les Nabestans, et maintenant les Atnas, ou bien les Tsimshian, j'avais des gens d'une intelligence remarquable qui pouvaient m'engager sur le plan intellectuel jusqu'à mes limites, y compris Mary Johnson à Kispiox, Gitkesan. I too have a PhD. Moi aussi j'ai un doctorat en linguistique. Elle n'avait pas de doctorat officiel, mais elle avait une conscience de sa langue extraordinaire. C'est elle qui m'a appris à parler. Et un triple arrêt glottal avec un M à la base, elle pouvait le faire. Triple. Tu peux faire A, mais tu fais A, mais faisant trois c'était une professeure extraordinaire. Et c'était Polly Sargent, S-A-R-G-E-N-T, qui était la femme blanche, qui avait été la mère des Sultan, qui avait mis en branle tout le système d'un musée, d'un centre touristique, d'une école d'art pour les Gitkesan, qui a revitalisé toute la région. Une personne. C'est ça que j'ai appris chez les Gitkesan. Pas une personne.